Éric Coquerel, merci de nous avoir rejoints sur France Info et d'être avec nous pour analyser c'est à la fois les résultats du premier tour, mais aussi d'enjamber pour essayer de voir ce qui va se passer au second tour. Votre difficulté aussi pour vous, c'est de convaincre certains électeurs, et on en parlait très justement pour Elisabeth Borne, en difficulté, de leur dire ok, c'est difficile parce qu'il va falloir combattre la personne qui représente et qui a représenté le 49.3, la réforme des retraites, et en même temps, c'est la seule solution pour que le Rassemblement national ne puisse pas avoir une majorité absolue. Ouais. Ma priorité, c'est d'abord de convaincre les électeurs de voter pour des candidats du Nouveau Front Populaire. Voilà, premièrement, parce que on est dans suffisamment de deuxième tour pour continuer à espérer d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Voilà, moi je reste sur cet objectif, et y compris, je m'adresse, alors même si le taux de participation était très haut, je n'ignore pas, mais je m'adresse quand même à ceux qui ne sont pas venus voter et qui peuvent se dire, là ça vaut le coup de leur donner un coup de main, quoi, parce que leur programme, c'est la rupture avec ce qu'on a eu depuis 7 ans, qui a largement abîmé pour moi la promesse républicaine, notamment en termes de liberté et d'égalité. Donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'on peut y arriver. On est à 1% Nouveau populaire du Rassemblement national seul, sans ses alliés, sans ses alliés. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Hier, là je vois encore des images d'entrée à l'Assemblée nationale sur vos écrans de contrôle. On est 32 à être entrés, ils sont 36. Bon, c'est ça que je regarde pour l'instant. C'est encore jouable. On peut avoir la majorité, et je pense que c'est là-dessus qu'on peut d'abord convaincre nos électeurs. En plus, je vais pas, en outre, après je vais pas biaiser. Pourquoi il faut faire en sorte que Madame Borne soit élue? C'est aussi à elle quand même de trouver les mots pour que les électeurs suivent, plutôt qu'un candidat du Rassemblement national. C'est pas seulement une question, j'allais dire, de valeur. Je ne les mets pas sur un pied d'égalité. Même si, vous me pardonnerez, mais à certains moments, ils ont tellement banalisé le Rassemblement national pendant 7 ans, ils ont même emprunté une partie de leur programme en votant une loi immigration dans laquelle la préférence nationale était intégrée, et s'il n'y avait pas eu le Conseil constitutionnel, elle était là, que des fois c'est très très difficile. Mais c'est surtout d'un point de vue arithmétique. Si on veut espérer la majorité absolue, il faut que le Rassemblement national ne l'ait pas. Pour que le Rassemblement national ne l'ait pas, il faut qu'ils aient des députés en moins. C'est tout simple. Voilà. Et comme je termine là-dessus, avoir la majorité absolue, vous pensez l'avoir ? En tout cas, pour le moment, on verra bien. On fera le bilan dimanche prochain. Mais pour le moment, c'est l'objectif que je me donne. C'est l'objectif que je me donne. Et donc, pour ça, il faut que le RN l'ait pas. Pour que le RN l'ait pas, il vaut mieux un député macroniste de plus qui, de toute façon, eux n'auront pas la majorité. Ça, c'est sûr. S'il y a bien une force qui ne peut pas l'avoir, c'est eux, plutôt qu'un député du RN. Donc, c'est comme ça que je regarde les choses. Et c'est comme ça que j'essaie de convaincre nos électeurs d'aller voter à certains moments, effectivement, comme vous l'avez dit, en se bouchant le nez, quoi. Et vous dites la même chose sur Gérald Darmanin, votre candidat. Gérald Darmanin, aussi. Gérald Darmanin qui a porté la loi immigration. Alors, c'est difficile pour vous de voter Darmanin. Je ne sais pas. Nous, notre appel à se retirer, c'est dès lors que le Rassemblement national est en capacité de l'emporter. Voilà. Je crois que M. Darmanin est en tête dans sa circonscription. Alors, 36% des voix. Voilà. Je ne sais pas ce qu'a fait finalement la candidate que nous avons proposée, si elle s'est maintenue ou pas. Elle se retire. Bon, elle se retire parce qu'elle a dû penser que son appréciation a dû être pensée que même s'il est en tête, il y a une chance. Oui, quand même, pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Et pourtant, M. Darmanin, alors là, on est dans le dur du dur. C'est pour ça que je pose la question. Notamment parce que... Mais c'est aussi pour ça que votre parole est importante, parce qu'à un moment, vos électeurs qui se posent la question et qui se disent « Moi, voter Gérald Darmanin lorsque j'ai soutenu la France Insoumise, c'est impossible. » Donc, il faut aussi leur expliquer que ça fait partie de cette démarche, en tout cas de votre démarche, de faire front. C'est fait partie de la démarche que M. Darmanin peut plus être majoritaire, alors que celui qui est en face de lui peut l'être. Voilà. Et donc, c'est une démarche arithmétique toute bête. Monsieur Darmanin, c'est quand même très dur. Peut-être qu'il faudrait qu'il ait des mots, là. Parce que depuis dimanche, j'ai entendu des appels différents dans la majorité. J'ai entendu les mots irresponsables. Je le dis d'autant plus que j'ai plutôt eu des mots aimables pour lui quand j'étais président de la Commission des Finances, de Bruno Le Maire, de Mme Aurore Berger. Je ne parle même pas d'Édouard Philippe. Bon, j'ai entendu des mots un peu plus appréciables hier de Monsieur Attal, Gabriel Attal. En direct, on est au marché près de local de Batignolles, où il soutient le candidat Stanislas Guerini, le ministre de la transition, de la transformation et de la fonction publique, qui est donc en ballottage défavorable à l'issue de ce premier tour, avec quand même 10 points de retard sur son adversaire écologiste. Je termine juste sur Darmanin. Il faudrait qu'il ait les mots. Il faudrait aussi qu'il assure que dans aucun cas il fera partie d'une coalition majoritaire avec le Rassemblement national. J'attends aussi ça parce que sa politique,
ça a été de préparer le terrain du Rassemblement national par une politique sécuritaire, par des lois racistes, et y compris par le fait de faire une équivalence entre eux et nous, qui n'est pas pour rien dans le résultat de dimanche dernier. Et concernant Gabriel Attal, dont on voit les images en direct, et cette déambulation avec Stanislas Guerini, il a été, selon vous, au rendez-vous de l'histoire assez rapidement dimanche soir. Je pense qu'il est au rendez-vous de l'histoire, parce que lui aussi, malheureusement, depuis des semaines, a beaucoup fait dans cette espèce de banalisation. Mais en tout cas, parmi ceux qui se sont exprimés depuis ce week-end, d'autant plus que j'ai cru comprendre qu'il n'était pas pour grand-chose dans la dissolution et qu'il l'a appris finalement assez tard, disons que je préfère, encore une fois, ces mots hier soir plus responsables vis-à-vis de l'histoire que ceux de certains de ses ministres. Mohamed Mezrahi, vous êtes en direct avec nous. Vous suivez justement le déplacement du Premier ministre avec, je le disais, ce candidat Stanislas Guerini qui est donc en difficulté. Et l'objectif, c'est donc là encore de rassurer, en tout cas de faire du tractage. On le voit actuellement en direct. C'est l'occasion de vous poser cette question. Gabriel Attal a parlé d'une proposition d'assemblée pluriel. Tout à l'heure, Manuel Bompard a expliqué que les Insoumis ne gouverneront que pour appliquer leur programme à rien que le programme. Bah oui, on attend de quoi de notre part. Hier, j'ai entendu Gabriel Attal dire que pour lui, il serait dans la prochaine Assemblée un rempart à la fois contre l'extrême droite, mais il dit aussi contre toute augmentation d'impôts. Traduisez, contre le fait de taxer les plus riches qu'ils ont avantagés pendant des années. Comment voulez-vous qu'on gouverne avec, j'allais dire, une majorité qui irait des macronistes jusqu'à nous? Je pense que ça serait même le meilleur moyen pour faire en sorte que si c'est pas le coup dimanche, le Rassemblement national finisse par l'emporter. On peut pas laisser penser que d'un point de vue économique et social, nous avons quelque chose à voir avec ce qui vient d'être fait depuis 7 ans. Sinon, je pense que c'est à désespérer les Français. Voilà, nous avons un projet radicalement différent et donc à partir de là, nous sommes pour gouverner. Et nous allons essayer de le faire avec nos alliés du Nouveau Front Populaire sur le programme du Nouveau Front Populaire. Ça va pas forcément être simple. Je vous propose d'écouter justement ce que... Pas simple. On le voit bien. Et vous allez l'entendre également avec François Bayrou qui parle effectivement et qui se réjouit que le risque LFI soit écarté. On l'écoute. Ce qui a été écarté dimanche dernier, c'est qu'un extrême puisse l'emporter. Ça, vous voulez parler de la France insoumise? Cette hypothèse n'existe plus. Et aujourd'hui, il y a une autre hypothèse en face de laquelle, oui, il faut mettre un barrage. C'est que le Rassemblement national puisse avoir la majorité absolue. C'est compliqué. Il a été un peu meilleur il y a quelques jours. Écoutez, oui, mais c'est encore... Ce qu'il dit là, justement, ça participe à la banalisation des spécificités du Rassemblement national, qui n'est pas un parti républicain. Voilà. Vous ne pouvez pas trouver, je m'adresse à M. Bayrou, il ne peut pas trouver une seule phrase dans le programme Nouveau Populaire qui soit inverse aux valeurs de la République. Pas une seule. Et donc, à partir du moment où il explique que finalement, alors qu'il compte, et y compris certains de ses amis qui sont aujourd'hui en ballottage derrière le Rassemblement national, il compte sur les électeurs de LFI. Quand il a ce genre de propos, qui laisse penser que nous serions finalement aussi extrêmes, un extrême aussi dangereux, mais que nous, on serait éliminés. Est-ce qu'il pense réellement qu'il va participer au fait que notre électorat se mobilise? Et ce sont des propos irresponsables, selon vous, face à l'histoire. Et je pense à Édouard Philippe aussi, ou Bruno Le Maire, qui sont partisans eux sont encore pires. Ils sont irresponsables. Mais vous savez, je vais vous dire pourquoi ils sont irresponsables. Et en fait, quel est ce que ça dénote? Et M. Bayrou, encore une fois, a eu des propos un peu plus intelligents il y a quelques jours. Donc je vais le mettre un peu à part, se ressaisir demain. Mais M. Philippe, M. Le Maire, en réalité, ça leur est égal que le Rassemblement national ait une majorité absolue. Parce que dès lors que vous avez ce genre de propos, vu la composition des deuxièmes tours, on représente LFI à peu près 30-40% des candidats du Nouveau Populaire au deuxième tour. Si les électeurs les suivent, c'est un candidat du Rassemblement national qui est élu contre nous, et donc ils ont la majorité. Donc en fait, ça leur pose pas de problème. Voilà, que le Rassemblement national soit majoritaire dans ce pays, c'est ça que ça dénote, ça ne leur pose pas de problème. Mais le reste, c'est de leur hommage. Éric Coquerel, vous venez de dire que Édouard Philippe et Bruno Le Maire étaient des irresponsables, ce que vous venez de dire. Est-ce que vos candidats qui se maintiennent dans certaines circonscriptions et qui sont arrivés 3e et le RN est arrivé 1er ne sont pas eux aussi irresponsables? Ça peut faire potentiellement 2 sièges en moins. Je vais vous citer dans la 5e circo de la Loire, votre candidat au Front Populaire se maintient, et dans la 6e circo de l'Hérault, c'est pareil.
Alors que le RN est en tête. À mon avis, ils se maintiendront pas, je vous le dis comme ça. Donc, on verra bien la circonstance. Mais est-ce que les consignes sont vraiment écoutées localement ? Oui, elles sont écoutées. Bon, mais elles sont écoutées, et je pense que chez nous, non seulement elles sont dites, mais qu'elles sont écoutées, parce que on a des candidats responsables. Donc, on verra bien d'ici ce soir. C'est aussi, il y a aussi à un moment donné des moments de pression, je vous le dis aussi, parce que par exemple, je prends une autre candidate, Muriel Leboureau, qui se présente vers Guingamp. Ouais. Pour l'instant, le troisième qui est derrière, qui est l'ex-majorité, ne se désiste pas. Donc, je veux dire, ensemble. Oui, alors que le RN est en tête. Il y a beaucoup plus de cas comme ça, donc on va voir d'ici ce soir. Moi, je voudrais vous dire pourquoi. Vous allez mettre la pression jusqu'à ce soir à vos candidats qui ne voudraient pas se désister. On a un mot d'ordre, donc après il y a des contextes locaux, etc. Mais c'est ça notre mot d'ordre. Il y a pas là-dessus. Mais je vais vous dire quelque chose même pour vous montrer notre responsabilité. Je prends la première circonscription de l'Indre, d'accord. Le deuxième est Monsieur François Jolivet, que je connais bien, il était commissaire aux finances Horizon. Bien. En tête, le RN. Fort heureusement, notre candidate, qui était troisième, n'a pas attendu que Édouard Philippe change de position pour un nini. Elle s'est retirée, ce qui a peut-être lui permettre d'être député. Bon. C'est en ça que je dis que Monsieur Édouard Philippe est irresponsable. Parce que même sur le terrain, son mot d'ordre, c'est éventuellement faire en sorte qu'il y ait moins de députés Horizon à l'arrivée. Bon. Donc, c'est quelque chose qui est incompréhensible dès lors qu'on va sur le terrain. Donc, moi, j'appelle. Mais est-ce qu'il y a un minimum de... j'imagine que vous devez y réfléchir sur pourquoi on est arrivé à un tel niveau, finalement, de radicalité. Pourquoi LFI fait finalement aussi peur? Pourquoi des anciens premiers ministres disent que vous n'êtes pas dans l'arc républicain? Déjà, constatons une chose. Il y a 10 millions de Français à qui nous ne faisons pas peur. D'accord? Des millions et des millions. C'est-à-dire que les résultats de Mouvement populaire au premier tour de cette élection sont bien meilleurs que la NUPES en termes de nombre de voix. Hein. Et là-dedans, le LFI prend une part... plus que majeur. C'est un argument, mais à l'inverse, il y a 10 millions de Français qui n'ont pas peur du Rassemblement national. D'accord, mais c'est un argument quand même que vous permettrez de mettre sur la table. Oui, bien. Le deuxième argument, je vais vous dire pourquoi on a été comme ça diabolisé. C'est que grâce aux 22% de Jean-Luc Mélenchon en 2022, on a le retour d'une gauche de transformation dans ce pays. C'est-à-dire que la gauche digne de ce nom, qui propose pas un filet tiède type François Hollande, dont je vous ferai remarquer que son résultat n'est pas mirifique non plus, ce qui montre bien que les gens n'ont pas vraiment envie non plus de revenir vers le passé. Il n'est pas loin d'avoir fait 50% au premier tour. Hein. 30 et quelques. Ça, c'était le résultat du soir. Il a été, il a été revu. Admettons. Mais il n'est pas élu au premier tour, contrairement à moi, dans une circonscription très à gauche. Mais donc on a une situation. Mais pourquoi je vous pose la question? Parce que je vous dis pourquoi. Vous imaginez bien que ma question derrière tout ça, la diabolisation, c'est pas forcément LFI, à la fois du comportement de certains députés pendant cette mandature, mais aussi et surtout une personnalité qui clive. Je crois pas à ça. Je vous écoute. C'est une question. Hein. C'est ce que j'entends sans arrêt sur les médias. Je crois pas. Je crois que Jean-Luc Mélenchon, il est diabolisé d'abord parce qu'il incarne LFI et que LFI incarne le retour d'une gauche de rupture. Si vous enlevez LFI, vous avez à nouveau, j'allais dire, une gauche social-libérale, etc., qui a échoué, qui nous a donné François Hollande nous a donné Emmanuel Macron. Attendez, alors tout ça pour le système, vous pouvez garder les filles et enlever Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est Jean-Luc Mélenchon le problème. Non, d'accord. Je pense que si Jean-Luc Mélenchon est enlevé, voilà ma conviction. S'il est mis sur la touche. Jean-Luc Mélenchon est enlevé, demain ça se met sur quelqu'un d'autre. Le système ne supporte pas, et la raison pour laquelle le gouvernement pendant 7 ans n'a pas arrêté, notamment encore plus depuis 2 ans. Après, je le rappelle, que Emmanuel Macron ait appelé nos électeurs à battre Marine Le Pen au deuxième tour des élections présidentielles. S'ils nous ont diabolisés à ce point-là, c'est parce qu'ils préfèrent envisager que le Rassemblement national est une majorité, ce qui explique d'ailleurs la dissolution, plutôt que ce soit une gauche de rupture qui applique un programme social, écologique et qui reprenne l'argent là où ils l'ont mis, c'est-à-dire dans les mains des plus riches. Fondamentalement, je crois que c'est ça. Voilà. Fondamentalement, je crois que depuis 7 ans, on a assisté à quelque chose. Alors, toute mesure gardée, hein, pour que les choses soient bien claires. Mais vous savez, cette vieille stratégie dans les années 30 où quelques-uns se sont dit, finalement, vaut mieux éclair que le Front populaire. Je crois que c'est à ça qu'on a assisté. Et de ce point de vue-là, Jean-Luc Mélenchon était l'épouvantail commode. Jean-Luc Mélenchon était retiré, ça aurait été un autre, ça aurait été moi, ça aurait été Gaillard, ça aurait été Panot, ça aurait été la même chose. Éric Coquerel, si Jean-Luc Mélenchon ne pose pas problème, pourquoi il refuse de débattre face à Jordan Bardella? Jordan Bardella lui a proposé et il ne veut pas y aller. Pourquoi? Parce qu'au sein de la gauche, on ne veut pas. Allons-y. Jean-Luc Mélenchon,
qui n'est pas... Monsieur Bardella est le chef d'un parti. Ouais. Donc, puisque vous parlez de Jordan Bardella, on le voit sortir justement du siège, donc du 16e arrondissement, avec ces images que vous voyez en direct. Voilà, très bien. Je vous laisse poursuivre. Donc, Jean-Luc Mélenchon aurait accepté le débat, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Déjà, certains lui reprochent d'avoir parlé à 20h15 dimanche, alors qu'il a été quand même un candidat. Madame Le Pen, personne ne s'est interrogé sur le fait qu'elle prenait la parole tôt, alors qu'elle a été candidate à la présidentielle et que c'est Monsieur Bardella qui dirige son parti. Donc, si lui avait accepté le débat, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Je trouve normal que quand Monsieur Bardella veut débattre, il s'adresse à un chef de parti. Et en l'occurrence, les noms qui ont été cités par Jean-Luc Mélenchon. C'est Marine Tondelier. Voilà. Marine Tondelier doit aller débattre, par exemple, c'est Marine Tondelier. Puisque Manuel Bonfard l'a fait, Olivier Faure l'a fait, Fabien Roussel aussi. Si c'est l'ordre, oui, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Vous savez, moi, je suis très nouveau Front Populaire. Donc, pour moi, c'est ça, pour l'instant, mon objectif. Mais donc, je vous réponds. Jean-Luc Mélenchon, la semaine dernière, par exemple, dit je ne suis candidat à rien. Je ne suis un préalable à rien. Il cite même, d'accord, enfin, excusez-moi, personne n'a demandé à Fabien Roussel pourquoi il s'interdisait pas de se proposer Premier ministre, qui paraissait quand même un peu plus décalé par rapport au rapport de force. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon, qui a fait 22% en présidentielle, qui, je peux vous le dire, représente quand même encore quelque chose de très fort pour des millions de nos concitoyens, devrait lui forcément dire, non, moi je m'écarte. Bon, je trouve que dans ce qu'il a dit, c'était aussi une manière d'affirmer qu'il y avait d'autres personnes à LFI, il a même eu la gentillesse de me citer, j'en suis redevable, qui pouvaient assumer ce rôle-là. Mais de toute façon, je crois une chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon pourrait dire n'importe quoi, à un moment donné, c'est l'épouvantail, parce que l'épouvantail, c'est de faire en sorte qu'une gauche de rupture gouverne pas ce pays. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est l'explication pour laquelle vous avez le nini d'Édouard Philippe, vous avez le nini de Bruno Le Maire. Eux, dans leur logiciel à eux, il est préférable que le Rassemblement national gouverne. Ils se disent peut-être qu'au bout de 2 ans, on pourra récupérer la chose. Je leur souhaite bon courage, parce que quand on donne les clés de la maison à l'extrême droite, on ne sait jamais quand on la récupère, plutôt que de voir une politique de rupture sociale et écologique à la tête du pays. Voilà, à mon avis, le vrai problème auquel nous avons affaire. Éric Coquerel, on aimerait vous faire réagir sur des chanteurs, des rappeurs qui ont justement écrit une chanson et Le Pen et Bardella accusent ces rappeurs anti-RN. Oui, absolument. Le morceau s'appelle No Passaran. 20 rappeurs qui attaquent sans filtre le Rassemblement national. Je les cite, Jordan Témor. Il propose un octogone avec Jordan Bardella. Antoine Comte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écouter. On va l'écouter, voilà. Et on réagit juste après. Ils appellent à voter aussi. Coquerel, cette chanson. Oui. Enfin, non, mais quand le RN accuse ces rappeurs entre les deux tours qu'ils prennent position. Heureusement qu'ils prennent position. Vous attendez quoi? Que des rappeurs prennent pas position avec leurs mots, avec leur façon de le dire. Est-ce qu'ils vont pas un peu loin? Est-ce que ça peut pas faire monter le RN dans l'autre sens, ça, finalement? Non, je crois pas. Non, c'est un appel à mobilisation. De Kalachnikov. Écoutez, je vais vous dire, le risque mortel pour la République, c'est ceux qui remettent en question le droit du sol ou qui expliquent qu'un ministre qui a la double nationalité peut pas être ministre. Voilà ce que je considère par rapport à l'histoire de notre pays, par rapport à ce qu'est la République. Donc que des rappeurs ou des chanteurs ou des sportifs, à un moment donné, avec leurs mots à eux, leur façon de faire, essayent de réveiller la population en disant attention, ce n'est pas n'importe quel parti qui se présente et qui espère, qui attend de gouverner le pays. Moi, je trouve ça sain. Et quelque part, je vais vous dire une chose. Tout ça est aussi le glissement vers l'extrême droite auquel on a assisté depuis des années.